Ce qui pose problème à cette époque, ce sont les paléo-nationalisations. C'est-à-dire, le problème, en 1986, le choc qu'on a quand on arrive à Matignon, Bernard Arnault vient annoncer les pertes historiques de 12 milliards de francs, jamais atteintes par aucun groupe français, privé ou public, de la régie Renault. Enfin, c'est Bernard Arnault, pardon. C'est mais bon, d'autres que moi peuvent témoigner là-dessus, c'est évidemment un choc énorme, parce que ça révèle que, oui, Pierre Dreyfus, pour qui j'ai une immense admiration, et à qui je servais de temps en temps d'écrivain public, bon, j'avais 25 ans, mais Pierre Dreyfus symbolisait la réussite des nationalisations à la française par opposition à beaucoup de nationalisations manquées. On prenait l'exemple britannique, regardez British Leyland, la nationalisation a détruit l'automobile britannique. Il faut aller un peu vite en disant ça, mais enfin c'est comme ça que c'était présenté. Et Renault, c'est évidemment la légende. Bon. Les successeurs avaient eu moins de chance, la crise de l'automobile était très profonde, les pertes étaient exceptionnelles. Vous ajoutez effectivement la sidérurgie. En fait, tout ce qui était le plus ancien dans le système industriel était en forte crise et ça a fini par avoir un effet de halo. Et sur les nationalisations qui ont été opérées en février 82, du coup, par amalgame, on pense qu'elles n'ont pas eu le rôle vis-à-vis de l'avenir qui leur était imparti et qui a été complètement et financièrement de façon saine assurée. Pourquoi de façon saine? Pour deux raisons très, très précises. On a donné trois raisons. Un, on a apporté à ces entreprises industrielles environ 16 milliards d'augmentation de capital en dotation. De francs. Par opposition sur les mêmes entreprises qui étaient en crise à travers deux chocs pétroliers, 750 millions d'apports d'augmentation de fonds propres des actionnaires dans les 5 années qui ont précédé. Donc l'injection de capital est directe. Deuxièmement, on a inventé des titres hybrides, qui sont les titres participatifs et les certificats d'investissement, qui ont fait que le marché financier n'a jamais autant financé les entreprises, bien qu'elles fussent publiques, que dans cette période, par rapport au passé. Troisièmement, il y a eu une modernisation, notamment avec le tandem de M. Bérégovoy et Jean-Charles Naouri du marché financier, qui fait que c'est pas quelque chose d'absolument évident, mais lorsqu'on est en sortie de charge, et notamment pendant tout le second septennat, les marchés financiers se sont ouverts, modernisés, ont considérablement progressé en termes de financement de l'économie. C'était pas intuitif, ça n'était peut-être pas d'ailleurs dans le programme commun, pour être sincère, mais c'est quelque chose qui est indissociable de cette préparation d'un 21e siècle à des entreprises beaucoup plus fortes. Et ça, là, ça aussi, on ne le dit pas. Il y a eu une modernisation, une révolution financière. Alors peut-être qu'ensuite, on nous taxe de néolibéralisme rampant, mais on ne peut pas nous taxer, monsieur le professeur, d'étatisation. Ce n'est pas de l'étatisation que de préparer l'avenir dans ces termes, de faire des choix de portefeuille, en préservant le fait, comme l'a dit Alain, que l'esprit d'entreprise c'est important et en ne nommant que des responsables de ces entreprises qui étaient des gens professionnels et aguerris. Ce n'étaient pas des nominations politiques. Et si vous considérez que la nomination de Loïc Le Floch est une nomination plus politique qu'une autre, j'attire quand même votre attention que de Gaz de France à Ron Poulenc, à la SNCF, comme chef d'entreprise, franchement, puis à elle, et notamment dans la résurrection qui a été celle qui était la plus rapide de Ron Poulenc, franchement, on a eu affaire à un capitaine d'industrie. Mais en moyenne, c'était des hommes d'entreprise, avec des qualifications d'entreprise. Dans ce contexte, ce n'est pas de l'étatisation. On respecte l'entreprise. Peut-être lui nous dira pourquoi le volontarisme de Jean-Pierre Chevènement a rencontré quelques limites politiques et certains lobbies de ces chefs d'entreprise, peut-être trop capitalistes dans leur réaction et peu enclins à servir des objectifs d'État. Mais il reste que ce n'est pas tout à fait de l'étatisation. Et enfin, le dernier témoignage,
Bon, moi aussi, je suis passé justement chez les frères Ribou, comme dit Alain, et j'ai passé 11 ans dans une entreprise privée banale qui ne poursuit pas forcément des objectifs de politique industrielle majeure, qui s'appelle Danone, mais qui poursuit des objectifs sociaux majeurs. Je vous assure que ce qui s'est passé dans les entreprises publiques en termes de démocratisation, c'était pionnier. Il ne faut pas le regarder par rapport à ce que c'est aujourd'hui, où il y a des progrès très importants en matière de gouvernance et en matière d'objectifs sociaux que l'on mesure, sur lesquels on juge les patrons. Mais franchement, ne jugez pas de façon anachronique. À l'époque, le discours d'un Antoine Ribou est haï par le patronat. On est à couteau tiré en 1986 chez Danone avec le patronat. Le double projet qui est mis en œuvre dans beaucoup d'entreprises publiques et qui était un objectif et une pratique est quelque chose qui est absolument rejeté. Alors évidemment, à l'aune d'aujourd'hui, ça vous paraît peut-être modeste. À notre époque, en 1986, je vous assure que c'était largement pionnier. Donc, sur tous ces paramètres, moi je pense que, comme Jean-Pierre Levat qui l'avait écrit dans un éditorial du Monde, si on était banquier d'affaires, franchement, on aurait gagné beaucoup d'argent. Parce que, oui, les privatisations ont succédé en 86. Mais c'était des entreprises prêtes à être privatisées. On croyait que ça n'allait pas être si simple que ça de privatiser, mais en créant des noyaux durs, enfin bon. Au fond, peut-être que le marché avait des difficultés à les absorber, mais il les a absorbés pour très cher. La plus-value pour l'État est très importante. Ce n'était pas l'objectif de faire des plus-values dans les cessions, évidemment. Mais c'est quand même une mesure de la valeur qui a été créée. Aujourd'hui, on dirait la création de valeur de ces néo-nationalisations. Et d'ailleurs, petit à petit, la restructuration des paléo-nationalisations, quelque chose dont globalement, je crois, peut-être une intuition de M. Mélenchon, globalement, les gens qui ont été acteurs et observateurs doivent être fiers.